Je m'appelle Yves Vogler, je suis de formation designer industriel. Puis à la suite d'une rencontre intéressante aux ateliers de la recherche en design, j'ai fait tilt sur la notion de design de service. C'est-à-dire que la façon d'envisager les choses en termes de design orienté utilisateur, appliqué au service d'abord semblait pouvoir fonctionner très bien et deuxièmement prendre une autre dimension parce que un service c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'utilisateur qu'un produit à la limite. Et on a créé tous ensemble une société au début de cette année qui s'appelle Origine et qui fait du design de service. Origine avec deux deux N, N. oui, et pas de E. Et puis ton équipe est constituée vraiment de spécialistes tous azimuts. Il y a des profils absolument extraordinaires dedans. Alors on a un sociologue, un ergonome, un spécialiste en gestion de l'innovation, un architecte, un médiateur en entreprise, une designer d'interaction, un spécialiste en marketing. Et en fait, qu'est-ce que vous faites avec les entreprises? Comment vous les abordez ou elles viennent chercher quoi avec vous? On a plus d'opportunités dans des organisations, déjà. Donc qui ne sont pas forcément des entreprises qui ont quelque chose à vendre ou quoi. En général, elles ont, entre guillemets, un produit, effectivement, qui se met sur le marché ou un service à fournir. Ça veut dire quoi, penser service? Alors, ça veut dire deux choses. La première, c'est une chose de proximité. Et en plus, il y a une espèce de notion de risque dans le service. C'est un peu comme de la musique de jazz, comme ça. C'est-à-dire, comme on est obligé de l'interpréter à chaque fois. Alors, dis-moi, les entreprises donc, avec lesquelles vous travaillez sur le service, vous réalisez quoi comme type de prestation? Donc, en général, ce qu'on nous demande, c'est de créer ou de concevoir un service ou de l'améliorer. Par contre, très grande partie de notre prestation en fait est consacrée à de l'observation et de l'écoute. Que si on travaillait très fort ce côté-là, en fait il y avait plein d'idées qui remontaient d'elles-mêmes. On fait un métier de designer où à la moitié d'un projet on n'a toujours pas dessiné une ligne. Et ça veut dire que vous travaillez aussi avec quelque part les employés, l'entreprise qui finalement est co-créatrice. Je peux donner deux exemples. Un exemple produit. On m'a contacté pour développer une gamme de produits pour une carrière de pierre. On a commencé par passer 2 jours dans l'usine à aller discuter avec chaque ouvrier, etc., qui nous ont filé plein de tuyaux et de tout. Ce qui était très rigolo, c'est que 15 jours après, c'était les ouvriers qui passaient déjà au bureau du marketing pour demander où est-ce que vous en êtes avec ce projet. Tout. Tellement ils étaient passionnés. On s'est mis à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire pour les impliquer eux dedans. Au début, on s'était dit on va les former à écouter ou observer leurs clients. Et puis en réfléchissant, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas plus cons que nous et qu'ils les observent déjà. Simplement, ils se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent en faire. Donc vous les avez aidés à faire quoi? Formaliser ce qu'ils avaient observé? Voilà. En fait, on leur fait raconter des histoires. Et puis, on leur apprend à extraire des histoires les choses qui peuvent être intéressantes. Et puis après, c'est juste un débriefing pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils viennent de faire. Mais on leur a rien appris en tant que tel, si ce n'est de faire prendre conscience de ce qu'ils font déjà, quoi. Et c'est quoi la différence qu'il y a entre penser produit et penser service? On pourrait très bien imaginer que dans un futur relativement proche, les constructeurs de voitures ne soient plus des vendeurs de voitures, mais des gens qui mettent à disposition, un peu comme les vélos, les Vélib ici, qui sont à disposition des gens et qui peuvent remettre ailleurs. Si on sait se montrer assez imaginatif pour voir les choses sous un autre angle, il y a la possibilité de réinventer des choses sur des produits existants. Dans le travail qu'on fait, il y a une composante développement durable qui nous intéresse parce que c'est clair que toutes les fois qu'on arrive à remplacer un produit par un service, on est gagnant. On évite de fabriquer quelque chose qui ne va probablement servir qu'une fois, 2 fois. C'est pas logique que chacun ait chez soi une foreuse, une scie comme ça, un truc machin. Ça peut très bien s'emprunter, se louer, etc. Donc il y a un tas de choses qui peuvent devenir des services et qui probablement pourraient être une petite pierre à l'édifice de solutions par rapport aux problèmes de notre monde. Revenons à cette entreprise de pierre.
Qu'est-ce que vous avez fait en fait pour eux? Le mandat consistait à créer des produits pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils voulaient être en mesure d'exporter. Or, la pierre, ça pèse très lourd par rapport à sa valeur, donc exporter de la pierre, c'est un peu stupide. Exporter des produits en pierre, déjà, la valeur ajoutée est plus élevée. La deuxième, c'est qu'il y avait une contrainte industrielle énorme, c'est que les belles tranches de pierre, elles se vendent très facilement, donc ça ne les intéresse pas d'aller là-dedans. Et d'autre part, ils ne peuvent pas augmenter leur production. Leur production est planifiée sur 60 ans. Et donc, ce qui nous chargeait de faire, c'était de travailler soit dans les déchets, soit dans les mauvaises tranches de pierre. C'est étrange parce que c'est vraiment venu tout seul des interrogations du terrain. On leur a créé par exemple une gamme de parquets. Donc c'était amusant parce que quand on a présenté les premiers prototypes, d'habitude nous quand on va dans une boîte comme ça, la personne qui nous déteste c'est le directeur de production parce que lui on lui fait changer plein de choses et tout. Là on en avait un avec un sourire jusqu'aux oreilles en disant vous venez de me résoudre un problème gigantesque. Là on est pratiquement dans le service, on n'a rien touché au produit. C'est vraiment, on a simplement adapté la façon de le conditionner à un besoin qui préexistait. Voilà. C'est quoi ta vision du design aujourd'hui? L'éternel problème, c'est qu'il n'y a pas un design, il y a des designs. Il y a deux choses majoritairement. La première, c'est une pensée holistique, c'est-à-dire qu'on est jusqu'à nouvel ordre et à la limite, on espère que d'autres prennent le pas. On est probablement le métier qui pense les choses le plus globalement et le plus globalement centré autour de l'utilisateur. Et la deuxième chose, c'est un très fort travail d'interface. C'est ça qui a rendu possible le design de service, puisque le design de service travaille très fort tout ce qui est point de contact. Si tu avais un mot de la fin à apporter? Non, je sais pas, moi je suis pas évangéliste, simplement. Je crois juste à une chose, c'est essayer de faire les choses pour ceux qui vont les utiliser, et malgré ça, leur donner quand même un peu de personnalité. D'accord. Bah écoute, je te remercie infiniment pour cette interview très instructive. Et puis au plaisir de te voir sur Suisse alors. Volontiers. Merci à toi.